mémorial en hommage aux victimes de l'esclavage et de la traite des Noirs. Il vient d'être inauguré à la Guadeloupe par François Hollande, pour qui cette sombre période trouve encore ses prolongements aujourd'hui. Netanyahou veut pouvoir nommer plus de ministres dans son nouveau gouvernement. Il fera voter une première loi en ce sens demain par sa nouvelle coalition. Des violents affrontements en Macédoine entre des groupes albanais et la police macédonienne. Bilan 22 morts, dont 8 policiers. La petite République est de nouveau confrontée aux conflits ethniques. Le Grand Direct, avec Jean-Charles Banou. Bonsoir à tous, voilà donc pour l'essentiel des titres. On va bien sûr développer toute cette actualité, mais nous recevons tout d'abord, et elle vient de descendre de l'avion d'ailleurs, ici à Tel Aviv. Bonsoir Anne Hidalgo. Bonsoir. La maire de Paris, vous êtes en visite pour plusieurs jours d'ailleurs en Israël et dans les territoires palestiniens. Alors c'est une visite à la fois économique et politique, on va en parler. Économique parce qu'il y a toujours, et c'était déjà le cas l'an dernier lors de votre précédent voyage, la volonté d'accentuer la coopération avec ce qui se passe ici. Est-ce que vous essayez de développer à Paris? Bien sûr, d'abord parce que Paris et Tel Aviv ce sont deux grandes capitales du numérique. Nous avons toutes les deux des start-up qui se développent. Il y a un pont évident. D'abord, nos deux villes coopèrent depuis longtemps, donc je suis aussi venue rencontrer le maire de Tel Aviv que je connais très bien. Je veux vous dire que je suis vraiment heureuse d'être en Israël parce que j'aime beaucoup ce pays et pour moi, ces déplacements, c'est mon premier en tant que maire, mais c'est vrai que je viens presque tous les ans ou tous les 2 ans. Et donc, j'ai cette belle habitude et la coopération. Donc, sur le terrain économique avec les startups. Et puis, bien sûr, une visite que j'ai voulu faire. J'avais fait cette promesse. Si j'étais maire, je viendrais avec une délégation du Conseil de Paris. Je viens avec l'ensemble des groupes politiques du Conseil de Paris. Ce qui s'est passé au mois de janvier à Paris, les attentats qui ont visé la communauté juive, nous a amené à prendre des mesures sur la sécurité, sur beaucoup de sujets, sur la lutte contre l'antisémitisme. Et donc venir avec cette délégation et travailler aussi sur ces sujets, puisque je participerai à la conférence globale contre l'antisémitisme. J'interviendrai aux côtés du Premier ministre israélien. Donc tout cela fait partie aussi d'un engagement qui avait été le mien et de ces liens qui doivent être forts au-delà de la maire que je suis avec l'ensemble des élus et de la représentation du Conseil de Paris. Alors justement, vous parlez de cette conférence sur l'antisémitisme, vous prononcerez un discours, vous l'avez dit, avec Netanyahou mardi. Il y a une inquiétude, en tout cas des autorités israéliennes. Elle avait été manifestée de manière que certains ont jugée excessive par Netanyahou au mois de janvier, juste après les attentats. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, la communauté juive française, et à Paris notamment, peut être rassurée alors que se déroulent encore, et il y en a régulièrement, des actes antisémites? Est-ce qu'un effort, selon vous, conséquent a été fait? Oui, d'abord, je crois que toutes les autorités de l'État, la ville, le président de la République, le Premier ministre, moi-même au niveau de la ville de Paris, nous avons réagi. La sécurité est là. Il y a eu une prise de conscience extrêmement importante de la nécessité d'assurer la sécurité de la population, des lieux, des écoles, des synagogues, qui sont des lieux qui pouvaient être des cibles. Et puis, il y a un engagement aussi de cette communauté juive. Moi, je le dis, vraiment, Paris est une ville qui est façonnée par cette histoire avec cette communauté juive. D'abord, elle est très ancienne à Paris, elle est chez elle. Elle est chez elle depuis très longtemps. Et puis, Paris porte aussi les stigmates de l'histoire avec la déportation des Juifs. Et donc, il y a une âme juive qui imprègne notre ville avec la culture, avec la mémoire, l'histoire, et qui participe à ce vivre ensemble qui dépasse les communautés, les origines et l'appartenance religieuse ou pas. Donc oui, la communauté juive doit rester et bien sûr se sentir chez elle et rassurée. Nous sommes tous encore sous la menace d'attentats et le plan Vigipirate a été maintenu. La présence des militaires, ce qui est quand même une première, est toujours réelle et j'ai demandé, ce que d'ailleurs le président de la République l'a souhaité également, que les militaires puissent
continuer à protéger tous les lieux. Il n'y a pas d'allègement du tout en vue. Au contraire, on a besoin, et d'ailleurs les dernières décisions qui ont été prises sur les crédits du ministère de la Défense accompagnent cette volonté d'avoir une présence sur place. Donc nous traversons tous ensemble une crise. Il y a, c'est vrai, une montée d'actes antisémites. On l'a vu, ils ont doublé entre 2013 et 2014 en France. Mais face à ces phénomènes, face à ce qui est inacceptable, il y a une mobilisation des pouvoirs publics, des autorités politiques, et d'ailleurs, gauche, droite confondues, se sont mobilisés aux côtés de celles et ceux qui sont des cibles, dont bien sûr la communauté juive. Alors vous parlez de cette mobilisation, c'est vrai que ça rappelle ce qui s'était passé le 11 janvier lors de cette manifestation. On a l'impression aujourd'hui qu'un débat ressurgit pour peut-être remettre en cause ce qu'on avait peut-être interprété comme étant un moment d'union de tous les Français après ces attentats terribles du mois de janvier. Je vous propose de regarder et de résumer ce débat d'abord avec le sujet de Léa Volbert, et puis vous nous donnerez votre sentiment là-dessus. Léa Volbert. C'était il y a 4 mois. Des millions de Français dans les rues, unis contre l'obscurantisme, unis pour la tolérance, le respect et la liberté, unis pour soutenir les valeurs de la République. Que reste-t-il aujourd'hui de l'esprit du 11 janvier ? Dans son dernier ouvrage paru jeudi, l'historien et anthropologue Emmanuel Todd dénonce une imposture, un accès d'hystérie, une crise religieuse d'une nation qui se ment à elle-même et qui défile pour affirmer un pouvoir social et une domination. Pour Emmanuel Todd, ces rassemblements étaient ceux de la France blanche des classes moyennes supérieures. Réponse de Manuel Valls dans les colonnes du Monde. Je réponds ici à Emmanuel Todd, mais je ne réponds pas qu'à lui. Le plus inquiétant dans ces thèses, c'est qu'elles participent d'un cynisme ambiant, d'un renoncement aux règles, de l'abandon en rase campagne de la part d'intellectuels qui ne croient plus en la France. Et de rappeler dans sa tribune, le 11 janvier était d'abord une exigence adressée aux responsables politiques de tous bords. L'optimisme de Manuel Valls, c'est l'optimisme de la Révolution nationale et du maréchal Pétain. Référence au discours du maréchal Pétain sur la mauvaise France, celle des Français qui résistent. Dès le mois de janvier, la classe politique s'est effectivement emparée du sujet. Renforcement des effectifs militaires, nouvelle formation dans l'éducation nationale, loi sur le renseignement. Autant de mesures qui découlent directement des attentats de janvier. Bien avant jeudi dernier, beaucoup d'intellectuels de différents bords politiques se sont également employés à s'interroger sur les idées véhiculées lors de ces rassemblements. Dès le 28 janvier, le philosophe Alain Badiou s'émeut dans une tribune de l'impossibilité, durant ces derniers jours de cette affaire, d'exprimer un autre avis que celui qui consiste à s'enchanter de notre République. D'autres ont pointé la démagogie, le masque d'une classe politique prétendument unie. Mais Manuel Valls n'en démord pas. Pour lui, le 11 janvier, la France s'est retrouvée, forte et fière. Ce souffle ne doit pas s'éteindre. Alors, Anne Hidalgo, est-ce qu'il y a une place pour la polémique ou pas à propos de ces événements et de ce qui s'est passé le 11 janvier de cette manifestation ? Moi, je suis très choquée des propos d'Emmanuel Todd. Je soutiens pleinement ce qu'a dit le Premier ministre. Je partage cette conviction. Ce qui s'est passé le 11 janvier, ça a été un soulèvement de l'ensemble des démocrates, des républicains, de celles et ceux qui luttent contre l'obscurantisme, qui n'ont pas voulu d'amalgame, qui n'ont pas voulu de simplification dans les raisons de ce qui s'était passé. Mais ce qui s'est passé a un nom, c'est l'antisémitisme, c'est la volonté de mettre à bas la République. Et franchement, je trouve extrêmement choquant. En plus, à un moment où nous sommes aussi, en France, menacés par le Front National, par ces idées qui sont des idées anti-républicaines, qui essayent de nous faire croire qu'il y aurait un changement de visage et donc un changement de fond. Tout cela est quand même extrêmement dangereux et je pense qu'il faut assumer les choses telles qu'elles sont. Vous savez, la République, c'est une construction politique qu'on a héritée de l'histoire. Moi, je suis née en Espagne. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont battus pour essayer d'avoir l'égalité, la liberté, la fraternité. Et nous, on a ça, on a ces valeurs. On est regardé dans le monde entier. L'écho international de la marche du 11 janvier est quelque chose qui ne peut pas nous laisser indifférents quant au message universel de la France à travers la République. Et on va dire
dire que tout cela, c'est de l'optimisme mal placé. Mais enfin, c'est quoi l'avenir qu'on veut donner à nos jeunes? C'est très facile quand Est-ce que c'était la peur de l'islam? Mais je pense qu'il y a, pas la peur de l'islam, mais il y a eu des actes qui ont été commis. On voit des jeunes qui sont aujourd'hui encore aspirés par vraiment cette spirale infernale qui est celle du terrorisme, des jeunes qui partent combattre à Daesh ou avec Al-Qaïda. On voit ça, c'est une réalité. Et il faut mettre des noms là-dessus, des mots là-dessus. Ça n'est pas acceptable. Ça n'est pas... la République et les responsables politiques et les citoyens plus largement ne peuvent pas accepter cela. Ça ne peut pas être ça l'avenir que l'on donne à notre jeunesse. Donc il faut vraiment... Moi, je suis très mal à l'aise, très dérangée par ces propos qui sont tenus. Je crois qu'on a un devoir. En tous les cas, moi, j'ai un devoir non pas d'optimisme, mais de donner des solutions, d'ouvrir des voies à des jeunes. Et je pense aux jeunes qui, parce qu'ils sont d'origine étrangère, qu'ils ont des noms dont on dit à consonance musulmane, qui devraient ne pas se sentir français. Le chemin que propose la République, c'est celui de l'intégration et de l'égalité républicaine. Moi, je trouve que dans le discours d'un certain nombre d'intellectuels comme Emmanuel Todd, il y a quelque chose de très dangereux. Et quand en plus il fait référence à Pétain, mais où on est? Où on est? Donc la réponse aujourd'hui, c'est quoi? C'est la laïcité. Oui. Et c'est par exemple ce qui s'est passé dans ce collège d'Ardennes où on dit à une élève qui vient avec une jupe longue que c'est un signe religieux ostentatoire. Il faut aller jusque-là. Ce n'est pas la jupe longue, c'est l'attitude de cette jeune fille qui a été sanctionnée par ses enseignants. Donc ce qu'il faut, oui, c'est la laïcité, c'est l'intégration, c'est l'école, c'est tout le travail qui se fait à Paris. J'ai pris des mesures aussi. J'ai réuni au mois de mars une conférence citoyenne de partage avec tous les acteurs, les autorités religieuses, les autorités laïques, les associations, l'école. Et nous travaillons sur des programmes pour justement faire reculer cette idée que la différence de l'autre serait dérangeante pour soi-même. Et donc, dans l'antisémitisme, la lutte contre le racisme, ça fait partie des missions qui sont les nôtres. En tous les cas, moi, c'est une mission que je veux porter haut et fort. Et je ne veux pas renoncer. Il y a une forme de renoncement mortifère dans ce que dit Emmanuel Todd. Moi, je ne veux pas renoncer. Et alors qu'il appelle ça de l'optimisme béat ou comme il veut, mais oui, moi, tant que je continuerai à être engagée, je continue à penser qu'il y a dans l'humain aussi des raisons d'espérer. Simplement, pour avoir ces raisons d'espérer, il faut offrir des opportunités, permettre aux jeunes de se sentir français quand ils sont souvent ou parfois rejetés parce qu'ils n'ont pas le bon patronyme, la bonne couleur de peau. Voilà. Et donc, il faut leur offrir des opportunités, mais toujours combattre avec ce que la République nous a donné comme matériaux pour combattre. Et moi, je ne renoncerai pas. Alors, deux petites questions politiques avant de vous libérer, puisque vous avez un agenda très chargé pour votre visite ici. D'abord, les régionales en Ile-de-France, il y a aujourd'hui une sorte de polémique interne au sein du PS à propos de la candidature déclarée de Claude Barthelone. C'est fini, je crois que là, ça y est, tout le monde Pas pour Julien Drey, il l'a dit aujourd'hui. Oui, le mais débat n'est bon, pas clos. voilà, vous savez, moi, je me réjouis que Claude Barthelone, c'est courageux de sa part de dire... il doit démissionner ou pas? Mais non, voilà. Et d'ailleurs, Chantal Joanneau l'a très bien dit, et qu'on ne vienne pas se raconter d'histoire. Chantal Joanneau, en 2010, était candidate au régional avec Valérie Pécresse. Elles étaient toutes les deux ministres. Et il y avait aussi Mme Ramayad et Mme Kosciusko-Morizet qui étaient candidates au régional. Elles étaient toutes ministres et il n'y en a aucune qui s'était mise à démissionner. Donc on laisse de côté ce sujet-là et on propose des projets et avec leurs différences. Et moi, je suis très heureuse qu'autour de Claude Barthelone, il y ait aujourd'hui un rassemblement. Marie-Pierre de la Gontrie, Jean-Paul Huchon, nous sommes très nombreux à soutenir cette candidature et je sais qu'elle va marquer parce que Claude Barthelone est un homme d'État, mais c'est aussi un homme qui est un élu de la Seine-Saint-Denis, qui connaît très bien les difficultés, les inégalités du territoire francilien qui est le nôtre. Et moi, je veux vraiment contribuer à ses côtés à une victoire de cette famille humaniste, progressiste, avec laquelle, j'espère, nous continuerons à gouverner l'Île-de-France. Mais ça veut dire qu'il faut aujourd'hui sortir les cadres du parti parce que le déficit de popularité de François Hollande met la gauche en difficulté quand même pour ces régionales. Non, je pense que la question pour Jean-Paul Huchon était d'une autre nature. C'était son 4e mandat. Moi, je suis plutôt favorable à ce qu'il y ait quand même de la mobilité. Je lui avais dit d'ailleurs et il a très très bien réagi.
agi en soutenant aujourd'hui Claude Barthelone. Donc c'est une famille qui est rassemblée, mais c'est très important dans un moment difficile, effectivement, pour la gauche, de mettre toutes les chances de notre côté. Je pense que Claude Barthelone représente vraiment cette chance pour l'Île-de-France. Hollande ou Valls 2017 qui sera mais il n'y a pas de question de cette nature. Ah si, François Hollande est le président de la République. Il est légitime, bien évidemment, à se présenter pour 2017. Mais cette question, elle n'est pas posée aujourd'hui. Mais en tous les cas, moi, elle se pose dans les sondages. Écoutez, elle se pose peut-être dans les sondages, mais il se trouve que Emmanuel Valls est très clair là-dessus. Il est Premier ministre, François Hollande est président. Et François Hollande est légitime à pouvoir se représenter en 2017. Et je le soutiendrai. Voilà qui est clair. Merci Anne Hidalgo, la maire de Paris. Donc, vous entamez cette visite en Israël et dans les territoires palestiniens jusqu'à mercredi soir. Merci d'être passé par le studio d'i24 News. L'actualité, justement, au Moyen-Orient, c'est le Yémen. Ce soir, avec les rebelles Houthis qui ont décidé d'accepter l'offre de trêve humanitaire de 5 jours proposée par la coalition arabe emmenée par l'Arabie Saoudite. Un premier navire emmené par l'ONU doit d'ailleurs rapidement arriver pour permettre à la population de se ravitailler. Elsa Parienté. Cessez-le-feu humanitaire imminent au Yémen. Les rebelles chiites sont prêts à réagir positivement à tout effort, appel ou mesure qui aiderait à mettre fin aux souffrances de la population yéménite. Proposé par John Kerry, ce cessez-le-feu a dans un premier temps été validé par la coalition menée par l'Arabie Saoudite. Censé prendre effet ce mardi, il est d'une durée de 5 jours renouvelable. Cette trêve vise à permettre l'entrée d'une aide humanitaire sur le sol yéménite. Premier effet, un navire chargé de 300 000 litres de carburant affrété par l'ONU est arrivé ce samedi au Yémen et un deuxième navire devrait suivre en fin de journée. Si les frappes aériennes menées par Riyad sont donc appelées à cesser dans les jours à venir, un raid de la coalition frappait cette nuit la résidence de l'ancien président Ali Abdallah Saleh. Grâce à Dieu, nous avons survécu, c'est un miracle. Pendant que nous étions en train de couvrir les faits devant la maison de l'ancien président, plusieurs missiles ont été tirés. Je crois que l'un des journalistes a été blessé. C'était très difficile comme situation. L'ex-président à la tête du pays durant plus de 30 ans n'était visiblement pas chez lui à ce moment-là. Le parti d'Ali Abdallah Saleh avait salué la trêve qui s'annonçait entre les rebelles Houthis et les alliés de la coalition arabe. Si la coalition défend les forces fidèles au président Hadi, les rebelles Houthis sont quant à eux soutenus par l'Iran. L'Iran et la Russie, deux pays influents sur les rebelles chiites et qui avaient été encouragés par John Kerry à agir en faveur de cette trêve. Visite symbolique du président cubain Raúl Castro au Vatican aujourd'hui. Il est venu remercier le pape François pour le rôle de médiateur qu'il a joué en vue du rapprochement avec les États-Unis. Alors que le pape doit bientôt se rendre justement à Cuba pour une visite historique, eh bien, le président cubain, lui, toujours officiellement communiste, a affirmé après cette rencontre qu'il était prêt à retourner à l'église. Un événement. Elsa Parienté. Une longue poignée de main symbolique entre le président cubain et le pape François. Remercier le souverain pontife de sa médiation directe dans le dossier épineux des relations américano-cubaines, tel était le but de la visite de Raúl Castro au Vatican. Une rencontre qui a frappé le président cubain et sur laquelle il s'exprimait lors d'une conférence de presse aux côtés de Matteo Renzi. J'ai dit que si le pape continuait de parler comme il le fait, tôt ou tard, je recommencerai à prier et je retournerai à l'église catholique et je ne plaisante pas. Je suis un communiste, le parti communiste cubain n'autorisait pas cela, mais c'est autorisé maintenant, c'est un pas en avant. Une proximité spirituelle également symbolisée par cet échange de présents entre les deux hommes. Un tableau évoquant le thème des clandestins naufragés de la part de Raúl Castro. Une médaille représentant Saint-Martin de Tours de la part du pape. Principal thème de la rencontre, l'amélioration des relations entre l'île communiste et les États-Unis. L'occasion pour Raúl Castro d'évoquer un espoir, celui de ne plus voir figurer son pays sur la liste des États terroristes dressés par les États-Unis. J'ai aussi expliqué à mon ami italien que nous n'aurions jamais dû être sur cette liste des pays terroristes. Devant tous les chefs d'État et de gouvernement, j'ai demandé comment est-ce possible que nous soyons terroristes alors que nous sommes les victimes. Qui a payé pour ces assassinats, ces meurtres? Puis ils ont dit que nous étions des terroristes depuis les premiers jours du gouvernement Reagan. Les relations entre le Saint-Siège, dans un premier temps opposé au régime castriste, et la Havane sont au beau fixe depuis quelques décennies. Une église cubaine comme interlocuteur du régime, le Vatican comme défenseur de la levée de l'embargo américain sur Cuba. Des fondations solides qui ont eu une résonance aujourd'hui lors de cette rencontre précédentielle du pape François et Cuba, prévue en septembre prochain.
Alors que les principaux leaders occidentaux ont boudé les célébrations du 70e anniversaire de la victoire 45 à Moscou hier, eh bien Angela Merkel, elle était en visite au Kremlin aujourd'hui. Et les yeux dans les yeux, elle n'a pas hésité à dire à Poutine que le cessez-le-feu en Ukraine n'était toujours pas respecté. Julia Ganancia. Des relations apaisées le temps d'une cérémonie de recueillement. Angela Merkel s'est rendue à Moscou pour saluer aux côtés de Vladimir Poutine la mémoire des soldats soviétiques tués lors de la Seconde Guerre mondiale. L'occasion pour la chancelière d'apaiser les tensions entre Moscou et les pays occidentaux à propos de la crise ukrainienne. Celle qui joua ces derniers mois un rôle clé dans les négociations sur l'Ukraine déplore qu'il n'y ait toujours pas de cessez-le-feu en Ukraine, malgré l'entrée en vigueur des accords de Minsk II. À cause de l'annexion illégale de la Crimée et de l'intervention militaire à l'est de l'Ukraine, notre coopération a été sérieusement mise à mal. Je le dis sérieusement et nous considérons ça comme une violation du système politique fondamental de l'Europe. La crise ukrainienne cristallise les tensions entre Moscou et l'Occident. La veille, aucun pays occidental n'a assisté à la parade dans la capitale russe à l'occasion des 70 ans de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. Un boycott des festivités pour protester contre l'annexion de la Crimée par Moscou et son soutien aux séparatistes de l'Est ukrainien. De son côté, Vladimir Poutine assure que la situation est devenue plus calme en Ukraine. Je pense qu'il y a de bonnes raisons de croire que les accords de Minsk se poursuivent malgré les difficultés. La situation s'est nettement améliorée après le 12 février, malgré les problèmes qui persistent dans l'est de l'Ukraine. Il reste les problèmes que nous connaissons bien. Le cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine est formellement entré en vigueur suite à la conclusion des accords de paix Minsk II, précédés par un marathon diplomatique entre Angela Merkel, Vladimir Poutine et les présidents français et ukrainiens François Hollande et Petro Poroshenko. Mais des combats sporadiques éclatent régulièrement dans l'Est où depuis quelques jours, les tirs ont gagné en intensité, y compris à Donetsk, bastion des séparatistes. Le conflit armé entre Kiev et séparatistes pro-russes a fait plus de 6200 morts en un peu plus d'un an. Interrogation autour de l'avion militaire d'Airbus, le tout nouvel A400M, après le crash survenu hier lors d'un vol test du côté de Séville, en Espagne. Le bilan, 4 morts, 2 blessés. Plusieurs pays ont décidé aujourd'hui de clouer au sol jusqu'à la fin de l'enquête leurs appareils A400M, mais la France et l'Espagne, elles, ont refusé d'accabler Airbus. Les deux boîtes noires sont désormais à l'étude. Maxime Pérez. Au lendemain du crash d'un avion A400M à l'aéroport de Séville en Espagne, les armées de l'air allemandes, britanniques et turques ont annoncé l'immobilisation temporaire de leur Airbus militaire. Une mesure de précaution après que samedi, 4 personnes ont été tuées et 2 autres blessées dans l'accident d'un vol d'essai de l'avion cargo européen. L'appareil en question devait être livré en juillet prochain à la Turquie. Ankara avait signé un accord pour l'achat de 10 A400M d'ici à 2018. Pour sa part, l'armée française va continuer à utiliser sa flotte de 6 avions Airbus A400M, mais uniquement pour des vols prioritaires, apprend-on de sources du ministère de la Défense. Une décision qui devrait se prolonger jusqu'à la fin de l'enquête. Pour l'Espagne et pour l'Union européenne, il est très important de clarifier ce qu'il s'est produit ici et de dire la vérité. Nous devons absolument savoir s'il s'agit d'un malheureux accident ou si cela est dû à une erreur humaine. La transparence est cruciale dans ce genre de situation et c'est ce que je vais exiger des responsables d'Airbus. S'il pourrait s'agir du premier accident de ce type d'appareil depuis sa mise en service, l'avion A400M multiplie les déboires. En cause notamment de nombreux retards dans sa fabrication, puis dans ses livraisons et à l'arrivée un dépassement de budget de 6,2 milliards d'euros, soit 30% de plus que l'estimation initiale. Présenté comme un bijou technologique pour sa polyvalence et comme le plus sérieux concurrent de l'Hercule C-130 américain, l'A400M d'Airbus a été commandé à 174 exemplaires à ce jour, 50 par la France, 53 par l'Allemagne, 27 par l'Espagne et 22 par le Royaume-Uni. Alors on est en ligne avec Gérard Felzer, qui est ancien commandant de bord et directeur du musée de l'air et de l'espace tout près de Paris. Bonsoir Gérard Felzer. Oui, bonsoir. Alors, avant de parler de cet avion, évidemment, pour l'instant, on n'a pas d'éléments sur ce qui a pu se passer. Est-ce que dans ces cas-là, la sagesse, c'est justement de clouer ces avions au sol comme le font plusieurs pays, ou bien la France, qui pour l'instant n'y voit pas, en tout cas, de mesures qui puissent entraîner une telle décision ?
Alors, généralement, le constructeur fait des recommandations, ou les aviations civiles, mais là, on est chez les militaires, donc les militaires, ils font un tout petit peu ce qu'ils veulent. Ça ne transporte pas de passagers, alors ils endossent leurs propres responsabilités. Mais en général, c'est ce qui se fait, c'est-à-dire on a envie de savoir pour pas que ça se reproduise. Alors évidemment, ça va prendre un tout petit peu de retard dans les livraisons, jusqu'à ce qu'on comprenne et qu'on puisse remédier à un problème s'il y a un problème. Et puis, voilà, c'était vraiment pas le moment pour Airbus. En plus, Airbus a donné son nom à toute la flotte, tous les appareils construits, que ce soit des avions militaires, civils ou hélicoptères. Et le moindre pépin sur un des avions, c'est la marque elle-même qui subit le contre-coup. Sur ce que vous avez vu ou ce que vous avez pu comprendre de ce qui s'était passé, il n'y a pas d'hypothèse qui soit ce soir privilégiée ? On a reconstitué la trajectoire de l'avion, il a décollé, il a viré à gauche, il s'est positionné en vente arrière et puis il a retourné à gauche pour partir probablement pour faire ses tests, comme ça se fait toujours quand on va livrer un avion. Et puis on le voit brusquement revenir vers l'aérodrome et c'est là probablement qu'il a lancé son message de détresse. Alors quelque chose est arrivé. Est-ce qu'il volait trop bas? Est-ce qu'il a perdu les commandes de vol? Est-ce qu'il a perdu un moteur? C'est un avion assez complexe. On a voulu faire un avion neuf, bourré de technologie, mais aussi un moteur qui est tout nouveau. Donc ça fait beaucoup de choses à anticiper et à voir le jour. C'est vrai que c'était un grand pari qui va se gagner à terme, mais c'est enfanté dans la douleur. Mais justement, Gérard Felzer, souvent d'ailleurs quand il s'agit d'une nouvelle génération d'avions, il y a, comme ça, même après l'homologation et la mise en service, il y a des risques qu'on apprenne qu'il y a des choses à rectifier après? Toujours. Regardez pour le Boeing 787, le Dreamliner, il était déjà livré aux compagnies. On a été obligé de les clouer au sol pendant un certain nombre de mois parce que les batteries prenaient feu. Il fallait à tout prix résoudre ce problème et on le retrouve sur pratiquement tous les avions de nouvelle génération quand ils sortent. En plus, il y a la pression commerciale parce qu'on veut sortir un avion le plus rapidement possible ou du moins ne pas prendre trop de retard. Il y a chaque fois du retard. Et donc, entre la volonté de satisfaire son client et surtout ne pas avoir d'accident qui pourrait remettre en cause un programme, il y a un équilibre à trouver. Merci beaucoup Gérard Felzer pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes ancien commandant de bord et que vous dirigez le musée de l'air et de l'espace au Bourget, tout près de Paris. Enquête en cours puisque les 2 boîtes noires ont été retrouvées aujourd'hui, ce qui devrait permettre d'établir exactement le scénario de ce crash qui a fait 4 morts et 2 blessés, 2 rescapés à bord de l'équipage. On va se retrouver dans un instant pour parler de la coalition mise en place par Benyamin Netanyahou avec une première épreuve pour elle demain. Il faudra voter une loi qui a été adoptée aujourd'hui lors du dernier Conseil des ministres dirigé par l'ancienne équipe de Netanyahou et augmenter justement le nombre de ministres pour le prochain gouvernement. On en parle dans un instant. À tout de suite. Un mémorial en hommage aux victimes de l'esclavage et de la traite des Noirs, inauguré ce soir à la Guadeloupe par François Hollande, pour qui cette sombre période trouve encore des prolongements aujourd'hui. Netanyahou veut pouvoir nommer plus de ministres dans son nouveau gouvernement. Il fera voter une première loi en ce sens demain par sa nouvelle coalition. Affrontement violent en Macédoine entre groupes albanais et la police macédonienne. Bilan 22 morts, dont 8 policiers. La petite République est de nouveau confrontée aux conflits ethniques. C'est théoriquement mercredi que Benyamin Netanyahou doit présenter son nouveau gouvernement. Il a présidé ce matin une dernière réunion avec le cabinet sortant, mais il a fait adopter une loi très politique. La fin de la limitation du nombre de ministres, ce qui lui permettra de distribuer plus de postes au sein de son parti, le Likoud. Joseph Emmanuel. Il obtient le feu vert pour augmenter le nombre de ses ministres. Benyamin Netanyahou et son gouvernement de transition ont voté ce dimanche une loi pour annuler une loi votée par son précédent gouvernement. Le nombre de ministres n'est donc plus limité à 18, une mesure qui n'étonne pas les commentateurs, une mesure destinée à éviter une fronde parmi les caciques du Likoud après les concessions faites au parti de sa fragile coalition pour arracher leur soutien.
Le nombre de ministères disponibles pour son propre parti s'est réduit comme une peau de chagrin, mais le gouvernement peut enfin se mettre au travail. Il ne fait aucun doute que beaucoup de travail est encore devant nous et je vous promets de tout faire pour que le prochain gouvernement continue de le faire. Travailler pour mettre en place des mesures importantes dans divers domaines pour la sécurité et le bien-être des citoyens d'Israël. Mais un citoyen israélien ne voit pas en cette loi une mesure importante, mais un énième pied de nez. Ministre dans le précédent gouvernement, Yair Lapid est l'initiateur de la loi aujourd'hui supprimée. Interrogé chez lui, il s'exprime sans détour sur le nouveau gouvernement auquel il ne participe pas. C'est une transgression de principe même de la démocratie. Le gouvernement doit travailler et servir les citoyens et non l'inverse. Demain, nous mènerons une lutte parlementaire, le temps qu'il faudra, pour obtenir un changement, car ça n'est pas juste et immoral, c'est misérable. À travers cet épisode, la question de changer le mode de scrutin est à nouveau posée. Ceux qui sont pour le changement voit dans la situation actuelle l'illustration d'un mode de scrutin absurde. Le Premier ministre sortant est sorti largement victorieux des dernières élections et se retrouve à gouverner avec une majorité d'une seule voix, le mettant à la merci de n'importe quelle défection. La loi votée ce dimanche doit encore être adoptée en procédure d'urgence d'ici mercredi, jour de l'investiture du prochain gouvernement. Une façon peut-être de tester cette fragile majorité. Avec le nouveau texte, Binyamin Netanyahou conservera peut-être pour un cadre de son parti le prestigieux portefeuille des affaires étrangères. Alors c'est une nouvelle fois donc le système politique israélien qui se voit remis en question. Est-ce qu'il nécessite d'urgence une réforme? Est-ce possible? On va évoquer tout cela avec vous, Denis Charbit, bonsoir, professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Et puis, Dror Even-Sapir, bonsoir, analyste politique sur Actu24 News. Alors, c'est vraiment une manœuvre politique que cette idée-là d'augmenter le nombre de ministres? Oui, en fait, le nombre de ministres ne sera pas augmenté par rapport au précédent gouvernement, il sera augmenté par rapport à la loi qui avait été votée par le précédent gouvernement et qui imposait une réduction, là pour le coup, du nombre de ministres à 18 ministres, donc un gouvernement à taille humaine, pourrait-on dire. Et ce gouvernement de transition, puisqu'il s'agit d'un gouvernement de transition qui s'est réuni pour la dernière fois aujourd'hui, a décidé d'annuler purement et simplement la loi que le précédent gouvernement avait votée. Et c'est d'autant plus problématique qu'il s'agit de ce que l'on appelle en Israël une loi fondamentale. Et les lois fondamentales en Israël, c'est en fait qui se rapprochent le plus d'une loi constitutionnelle. Donc il va falloir une grosse majorité. Donc premier test demain pour la coalition. Vous en pensez quoi? C'est une fois de plus des manœuvres politiques au détriment, on va dire, de l'intérêt du pays ou pas? Je dirais qu'au-delà de ça, je dirais que le vrai problème de ce type de réforme, c'est que d'un côté, cela souligne la souplesse, le pragmatisme du système politique, ce qui n'est pas forcément en soi quelque chose qui est à critiquer, mais d'un autre côté, ça nuit à l'idée d'une tradition constitutionnelle. Or, l'État d'Israël n'existe pas depuis 2 siècles ou 3 siècles, comme la République. C'est quand même quelque chose d'assez récent. Et je dirais que cette manière qu'on a de ne pas respecter, de ne pas établir une tradition, quelle qu'elle soit, que ce soit une tradition de 18 ministres ou de 24 ministres, à la limite, on peut préférer l'une ou l'autre des solutions, mais qu'on le fixe une bonne fois pour toutes et qu'on ne le modifie pas avec cette facilité. Je dirais qu'il y a au moins, alors si elle a comme vertu de démontrer ou de déployer la souplesse du système politique, ce qui encore une fois, en tant que tel, n'est pas forcément un vice, mais en même temps, cela donne une image si pitoyable du système politique aux yeux des Israéliens qui déjà ne s'énorgueillissent pas de ce système comme ça à répétition que l'on modifie en fonction des intérêts immédiats. Et c'est ça, et c'est là où, comme vous dites, je ne sais pas si c'est l'intérêt national, mais l'idée d'une structure politique inamovible. Regardez aux États-Unis où on sait le calendrier électoral, même dans 2000 ans. Voilà. Alors, on n'est pas obligé d'adopter ce type de système, mais je dirais que pour moi, foncièrement, le problème n'est pas tant la souplesse qu'il peut y avoir, ça c'est chacun des systèmes politiques le décide, c'est le fait que nous n'avons pas de constitution et du coup, en absence de constitution, cette instabilité-là, à mon avis, cause du tort au système politique en général et à sa stabilité. Ouais. Justement, est-ce qu'il serait possible d'écrire cela dans le marbre, mais en tout cas d'adopter une constitution pour réformer d'un coup tout ce système politique israélien, à la fois la Knesset, on l'a vu, les élections à répétition? Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable, Dror ?
Écoutez, c'est un peu un serpent de mer, hein, la constitution israélienne qui n'existe pas, tout en existant un petit peu, parce qu'il y a ces lois fondamentales, mais on en fait assez peu de cas finalement, puisqu'on les supprime en fonction des besoins politiques du moment. Donc qu'est-ce qu'il y a de fondamental dans des lois que l'on peut supprimer encore une fois si besoin est. Donc on n'a plus rien de fondamental. Il faut une majorité spéciale, il faut une majorité absolue en tout cas. Et c'est là que peut-être l'aspect un petit peu spécial, un petit peu particulier de ce type de loi s'exprime. Mais le principe d'une constitution en Israël est presque impossible dans la mesure où vous avez des courants politiques en Israël ou des courants, je dirais même, de la société israélienne qui ne peuvent pas s'entendre sur un minimum commun qui pourrait, là, pour reprendre votre expression, Jean-Charles, être inscrit dans le marbre, à savoir un État juif et démocratique. Oui, mais alors là, on se disputerait sur le sens du terme juif et sur le sens du terme démocratique, et on n'arriverait pas, je ne sais pas quel temps employer, à une formulation qui puisse convenir à tout le monde. Il y a eu des tentatives dans la société civile et au sein de la Knesset, mais qui n'ont pas donné grand-chose. Encore une fois, ce qui se rapproche le plus d'une constitution, ce sont ces lois fondamentales et le rôle de la Cour suprême, qui parfois peut casser des lois votées par la Knesset, en se basant justement sur des lois fondamentales et aussi sur la déclaration d'indépendance de l'État. Si ce rôle est critiqué par certains courants de la vie politique israélienne, c'est bien parce que le manque de constitution donne à la Cour suprême israélienne une place, des prérogatives que des institutions semblables pourraient ne pas avoir dans des démocraties plus stables et qui bénéficient d'une tradition politique plus ancrée et plus ancienne. Ouais. Je souscris à cette idée qui est très répandue parmi les constitutionnalistes en Israël, comme quoi nous avons une constitution écrite de fait. Car le débat que vous évoquiez tout à l'heure, Dror, c'est un débat qui porte sur quoi? Il porte sur le préambule. Effectivement, ce sur quoi on ne s'entend pas, c'est les finalités de l'État. État laïque, État démocratique, État de tous ses citoyens, État du peuple juif, État religieux. C'est là-dessus qu'on ne s'entend pas. Et à la limite, pour que les institutions fonctionnent, on n'a pas besoin de préambule. Et c'est pourquoi on a établi ces lois fondamentales. Alors, elles sont, il faut le dire, il faut le préciser à l'intention des téléspectateurs, elles sont des lois supérieures sur le plan qualitatif à toutes les autres lois, puisque pour les abolir ou les modifier ou en voter, il faut une majorité absolue. Alors que toute autre loi, il suffit de la majorité relative qui se trouve dans l'hémicycle pour décider de l'amender, de la voter, etc. D'où la difficulté à laquelle sera confronté Netanyahou dans les prochains jours. Exactement, mais ce n'est que 61 députés. Or, en général, ces changements constitutionnels, ça peut être, en général, c'est ou 3/4 ou 2/3, donc quelque chose entre 66 et 75%. Et là, à ce moment-là, on peut être convaincu que quand il s'agit de 66% ou 2/3 ou 3/4, là, il est clair que tout changement, s'il y a un changement, regardez en France par exemple, il y a des changements avec le Sénat et le Parlement, les deux chambres sont réunies pour le coup, et bien à ce moment-là, on peut être convaincu que s'il y a une majorité de 2/3 ou de 3/4, une majorité qualifiée comme on dit, à ce moment-là, il est concevable d'imaginer que le changement proposé est un changement qui répond à l'intérêt national. Quand il s'agit même d'une majorité absolue, qui est bien plus difficile à obtenir que la majorité relative dans l'enceinte parlementaire, là, à ce moment-là, on est bien entendu, comme un gouvernement est fondé sur une confiance de la majorité absolue, on peut imaginer que ce sont des idées ou des intérêts immédiats politiques. Là, c'est donner un peu plus de job, en quelque sorte, à des députés qui en mal de portefeuille. Là, ça fait, je dirais, mauvais genre, pour parler un peu familièrement. Mais donc, ces lois fondamentales, elles existent. Il serait bon que... D'ailleurs, il y a une loi qui fait exception, c'est le mode de scrutin. Là, c'est pas la majorité absolue, mais c'est une majorité relative. C'est pour ça que ça une majorité qualifiée. C'est pour ça que celle-là, elle ne bouge pas. Ouais. Parce qu'effectivement, là, il faut vraiment une majorité, plus qu'une majorité, pour qu'il y ait un changement. 61, c'est pas très difficile. Et alors, donc, du coup... c'est un peu plus difficile, effectivement, qu'une majorité relative, mais finalement, l'intérêt national, on ne le trouve pas, finalement, dans ces affaires-là. Mais ça va être compliqué, parce que même cette loi qui a l'air anodine, comme cela, qui va être votée là demain, 61 députés, il ne faut pas qu'il y en ait un d'absent, sinon ça peut ne pas passer. Non. Il y avait la semaine dernière toute une polémique autour d'un député Likoud qui avait prévu cette période-là pour partir en vacances, et bien évidemment, les responsables de son groupe parlementaire l'ont très rapidement rappelé à l'ordre. Aucune défection possible, aucune absence ne sera tolérée et ne peut être
tolérer du point de vue de Benjamin Netanyahou, bien évidemment, et il aura affaire avec cette majorité très courte pendant toute une législature, à moins évidemment qu'il n'élargisse comme il le veut, et comme il le fera probablement, sa majorité parlementaire. Parce qu'il y a un paradoxe qui a été évoqué dans le sujet qu'on vient de voir, qui est quand même assez effarant. Benjamin Netanyahou, incontestablement, est le grand vainqueur des dernières élections. Il a obtenu 30 sièges. Il faut remonter assez loin dans l'histoire politique du pays pour retrouver un score aussi favorable au parti au pouvoir. Je crois que le dernier cas, c'était celui d'Ariel Sharon. Oui. Olmert en était rappelé 29-28. Oui, non, ça ne reste qu'un quart de l'électorat. C'est vrai, mais c'est quand même par rapport aux chiffres auxquels on était habitué au cours de ces dernières années. C'est pas le scrutin britannique le gagnant ne prend pas tout, effectivement. 30 sièges et les plus grandes difficultés possibles à obtenir une majorité confortable. On a parlé pendant toute cette période de tractation d'une majorité de 67, ce chiffre de 67 députés, mais la défection d'Avigdor Lieberman a provoqué une nouvelle donne dont, bien évidemment, Benjamin Netanyahou se serait bien passé. Donc on a là affaire à un paradoxe et du fait de ce paradoxe, on parle effectivement d'un éventuel changement du mode de scrutin, mais comme on vient de le dire, eh bien, le système est bloqué, puisque pour obtenir un changement du mode de scrutin, là, il faut vraiment une majorité qualifiée, une majorité spéciale, et donc convaincre les petits et les moyens partis qui n'ont, bien évidemment, aucun intérêt à ce que le système change. Alors justement, pour terminer, Denis Charbit, vous donnez quoi comme scénario? Parce que certains disent que c'est forcément un gouvernement qui ne tiendra pas, celui qui va être mis en place, cette coalition, elle est trop faible. Vous pensez que vraiment Netanyahou aura la possibilité d'ouvrir cette coalition? Ou bien, parce qu'Herzog ce soir dit encore que ce n'est pas lui qui a refusé, mais que c'est Bibi, ou bien est-ce qu'à votre avis, on va vers de nouvelles élections parce que forcément il y aura une nouvelle crise? Alors, de deux choses l'une. Soit on aboutit... Alors, il y a quand même un autre paradoxe, c'est que ça reste quand même une coalition très homogène sur le plan idéologique. Bien sûr, il y a des orthodoxes, et donc ils se disputent les budgets. Là, pour le coup... Plus homogène que la précédente coalition. Bien entendu, bien plus homogène que la précédente coalition. Sur les grands axes de la politique étrangère. Sur la politique économique, il y a quand même une sorte je dirais, de barre sociale, de coup de barre sociale qui a été donné. Je pense que tout le monde y est favorable, même dans l'opinion publique. Moi, je dirais de deux choses l'une. Ou bien il y a une discipline de faire et d'en faire, si j'ose dire, dans ce gouvernement. Et à ce moment-là, ça pourrait tenir. Mais il est effectivement probable que Netanyahou cherche à élargir son gouvernement en invitant Herzog. Herzog qui a besoin d'exercer le pouvoir, semble-t-il, en tout cas à un poste ministériel important pour redorer un peu son blason terni après sa défaite. Maintenant, il faut savoir que l'entrée d'Herzog ne pourra pas se faire sans le départ du parti, la Maison Juive, le foyer juif, auquel Netanyahou doit quand même une partie de sa victoire électorale. Donc ça reste quand même extrêmement difficile. Et donc il faut imaginer que ça pourra tenir 2 ans, 2 ans et demi. S'il n'y a pas d'élargissement, 2 ans, 2 ans et demi. Et à partir vers la 3e année, on ira vers des élections anticipées. Et le prix qui sera payé par Netanyahou à un éventuel ralliement des travaillistes au gouvernement sera forcément très élevé, parce que là, les travaillistes pourront sauver du mauvais pas de cette majorité d'une voix simplement. Donc Netanyahou, en termes de portefeuille ministériel et aussi peut-être de plateforme politique du gouvernement, va devoir faire des concessions importantes qui vont contre l'électorat qui a fait son succès avec 30 mandats. J'ajouterais également qu'il me semble que l'intérêt d'Herzog, c'est d'attendre en quelque sorte que le gouvernement s'effondre, ne s'en sorte pas, pour arriver un peu comme une sorte de sauveur au nom de l'intérêt national. Ça lui permettrait là aussi de faire remarquer qu'il est non seulement l'union sioniste, mais l'union israélienne en quelque sorte. Ah ben voilà, oui, c'est vrai que l'union sioniste porterait bien son nom à ce moment-là. Merci Denis Charbit, merci Dror Even Sapir. Vote demain donc à la Knesset. Des affrontements très violents secouent depuis hier le nord de la Macédoine. Affrontements entre la minorité albanaise et la police qui ont déjà fait 22 morts, dont 8 policiers. C'est un groupe albanais qualifié de terroriste par le gouvernement macédonien qui aurait lancé ces attaques. Léa Berdugo. Le nord de la Macédoine, de nouveau en proie aux violences. Des tirs ont repris dimanche à Kumanovo, à la frontière avec le Kosovo et non loin de la Serbie. La veille, des combats entre les forces de police et un groupe armé, selon le vocabulaire des autorités, avaient éclaté.
Ce groupe vient selon les autorités d'un pays voisin. Pour la presse locale, il s'agit du Kosovo, pays musulman majoritairement albanais. Les Albanais qui constituent environ 25% des 2 100 000 habitants en Macédoine. Ces affrontements font craindre l'imminence d'un conflit similaire à celui qui a opposé pendant 6 mois les autorités aux rebelles albanais en 2001. Ces derniers réclamaient plus de droits au sein de la société. Mais malgré les différends confessionnels et ethniques expérimentés dans cette région, pour de nombreux habitants, le problème ne vient pas des locaux. Nous envoyons un message à ceux qui veulent nous diviser, nous laisser seuls. Laisser le peuple se débrouiller avec leur vie. S'ils ne savent pas comment diriger un État, au moins qu'ils nous laissent vivre en paix. C'est tout. Selon certains, les violences seraient même orchestrées par le gouvernement. Je ne veux pas spéculer, mais on le saura dans 1, 2, 3 ou 5 ans. On saura qui a fait cela et qui a voulu faire des expériences avec le peuple. C'est un piège tendu par le gouvernement, par personne d'autre. La Serbie, voisine de la Macédoine, a annoncé qu'elle renforçait ses troupes à la frontière. Belgrade a également été en conflit avec les Albanais de l'UÇK, l'armée de libération du Kosovo. La répression menée par la Serbie avait mené à une opération de l'OTAN au printemps 99. En 2008, le Kosovo devenait indépendant. Ces récents affrontements enfoncent un peu plus la Macédoine dans une grave crise politique qui oppose les principales formations slaves depuis des mois. L'opposition de gauche accuse le gouvernement conservateur de corruption et d'avoir mis sur écoute 20 000 personnes, dont des hommes politiques et des journalistes. En Suisse, c'est la thèse du drame familial qui est retenue après la tuerie qui s'est déroulée hier dans le canton d'Argovia, près de Zurich. Un homme a tué ses beaux-parents, son beau-frère et un voisin avant de se donner la mort. La piste terroriste a rapidement été écartée par la police. Aux États-Unis, 2 suspects ont été arrêtés après le meurtre par balle hier soir de 2 policiers sur une route du Mississippi. Il s'agit de 2 frères qui sont déjà impliqués dans des affaires de drogue. Une chasse à l'homme avait été déclenchée immédiatement durant toute la nuit. Juste après donc le meurtre de ces 2 policiers, 5 officiers de police ont été tués au cours des derniers mois aux États-Unis. L'Éthiopie a fait part ce soir auprès de l'État d'Israël de sa préoccupation par rapport à la situation des Israéliens originaires d'Éthiopie qui ont manifesté la semaine dernière à Tel Aviv. On s'en souvient notamment avec des débordements. Une nouvelle manifestation était d'ailleurs prévue ce soir, mais elle a été annulée. Les représentants de cette communauté qui dénoncent le racisme de la police israélienne attendent maintenant des actes de la part du nouveau gouvernement. Maël Benoliel. Stop au racisme, le combat des Israéliens d'origine éthiopienne continue. Mais un combat qui ne passera pas pour le moment par de nouvelles manifestations. C'est en tout cas ce qu'ont annoncé les principales figures de la communauté éthiopienne d'Israël lors d'une conférence de presse organisée à Tel Aviv ce dimanche. Les journalistes et les caméras étaient présents en nombre, une semaine jour pour jour après les violents heurts qui ont opposé les forces de l'ordre aux manifestants. C'est important de comprendre qu'après les grandes manifestations qu'il y a eu, nous voulons qu'il y ait des décisions de prise et des choses de mise en place qui amélioreront la vie de notre communauté en Israël. Le gouvernement aurait dû faire ces choses depuis longtemps déjà. Nous devons faire en sorte de transformer les paroles en actes concrets. Même son de cloche du côté du principal leader de la communauté qui pointe un doigt accusateur en direction du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Coupable selon lui de ne pas en avoir fait assez lors de ses précédents mandats. Il a été réélu. Il ne peut plus nous faire croire qu'il ne connaît pas nos problèmes. Tout comme le ministre de l'Éducation et les autres ministres aussi, même celui des religions. Tout le monde connaît nos problèmes et notre souffrance. Il nous faut maintenant des solutions. Les leaders de la communauté ont aussi demandé à la police de retirer les charges à l'encontre des manifestants qui s'étaient fait arrêter la semaine dernière pendant les manifestations. La communauté éthiopienne en tout cas le promet, si rien n'est fait dans les jours à venir, les manifestations, elles, reprendront de plus belle. Au Népal, l'hôpital de campagne installé par l'armée israélienne aux premières heures qui ont suivi le séisme a fermé ses portes aujourd'hui. Une cérémonie solennelle au cours de laquelle les autorités népalaises ont remercié ces sauveteurs qui ont pu traiter de très nombreux blessés lors de cette catastrophe qui a fait, je vous le rappelle, plus de 7000 morts. Julia Ganancien. Après 15 jours et 1600 personnes soignées, la mission est terminée dans cet hôpital de campagne. Il est temps pour les forces de défense israéliennes de quitter Katmandou.
Salle d'opération, centre d'imagerie médicale, laboratoire de pointe et soins intensifs. Au total, l'équipe de 150 personnes a traité plus de 1600 patients au cours de ces 15 jours de fonctionnement. Avec 60 lits, il a accueilli de nombreux blessés, mais aussi des femmes enceintes venues accoucher. Lors d'une conférence de presse organisée pour marquer la fermeture de l'installation de l'aide d'urgence, le ministre du Développement urbain du Népal remercie Israël. Permettez-moi d'exprimer notre sincère gratitude au gouvernement israélien et au peuple d'Israël qui nous aide dans ces heures très sombres pour l'histoire du Népal. Quant à l'aide internationale, elle peine à arriver. Les Nations Unies annoncent n'avoir reçu qu'une infime partie des fonds d'urgence pour les victimes du séisme, estimés à 415 millions de dollars. Au fur et à mesure que les secours commencent seulement à atteindre certains villages reculés, le nombre de victimes augmente et atteint désormais plus de 7800 morts et près de 16 000 blessés. Une situation critique qui n'empêche pas l'ambassadeur d'Israël au Népal d'être optimiste quant à l'avenir. Je l'ai déjà dit, le Népal pleure et le monde entier pleure. Mais je dis aussi que je suis optimiste pour l'avenir. Les choses commencent maintenant à se reconstruire. Il faudra du temps, je sais, mais les choses iront de mieux en mieux et le Népal sera plus fort. Nous allons travailler main dans la main face à ces défis. Le tremblement de terre a affecté 8 millions des 28 millions d'habitants du Népal. Selon l'Organisation des Nations Unies, les Népalais vont avoir besoin de 3 millions de tentes, d'eau, de nourriture et de médicaments au cours des 3 prochains mois. Environ 519 000 maisons ont été endommagées ou détruites. Le président de la FIFA, Sepp Blatter, a rencontré aujourd'hui séparément les présidents des 2 fédérations de foot, israéliens et palestiniens, car les Palestiniens réclament en effet l'exclusion d'Israël de la FIFA. Ils entravent, disent-ils, la liberté de circuler des joueurs palestiniens. Un compromis devrait être trouvé selon le patron de la FIFA. Les Palestiniens qui font appel également à des observateurs internationaux pour dénoncer les violations dont ils se disent victimes au quotidien. Exemple à Hebron, reportage Uri Shapira avec Maxime Pérez. Hébron en Cisjordanie, un parfait exemple de la complexité qui règne dans la région. La ville est divisée en 2 sections. Un quartier juif peuplé de quelques centaines d'habitants et une zone arabe où vivent des dizaines de milliers de Palestiniens. Une situation délicate qui aura été à la base de nombreuses tensions au fil des années. Les forces de sécurité israéliennes sont constamment déployées pour tenter de maintenir l'ordre dans cette ville. Mais à cela vient également s'ajouter le TIPH, acronyme de Présence internationale temporaire à Hébron. Cette mission d'observation est mandatée par les autorités israéliennes et palestiniennes afin d'améliorer la situation dans la ville. Mais contrairement à d'autres forces de maintien de la paix, les membres du TIPH ne sont pas armés. Le TIPH est une mission civile d'observation de la ville d'Hébron. Elle consiste en 6 contingents de 6 nations différentes. En tout, nous sommes 66 observateurs. Tôt le matin, les observateurs entament leur patrouille dans la ville. Leur mission, observer et documenter d'éventuelles violations des droits de l'homme. Nous parcourons la ville et observons la situation. Si nous sommes témoins d'un incident, nous prenons des photos. Aujourd'hui, c'est une journée très calme. Leur prochain arrêt reflète bien la difficulté de leur tâche. Al-Chouhada est la rue principale d'Hébron, une artère centrale de la ville divisée. Betzal l'a souvent bloquée et vidée de ses passants, afin de protéger le quartier juif. Nous patrouillons ici tous les jours pour voir si quelque chose a changé. La première mission du TIPH s'est déroulée en 1994 après les accords d'Oslo et le massacre du tombeau des patriarches. Un extrémiste juif avait alors ouvert le feu sur des fidèles musulmans, faisant 29 morts. Alors que l'organisation tente de faire preuve de neutralité, elle a été plus d'une fois prise entre 2 feux. En 2002, 2 de ses membres sont tués, mais le chef de la mission a de nombreux espoirs pour l'avenir. Combien de temps peuvent cohabiter 2 peuples, 2 cultures, 2 états d'esprit que tout oppose dans une même ville ? Difficile à dire, mais en attendant, les observateurs du TIPH poursuivent leur mission quasi impossible, dans un climat de tension et de violence. Les Philippines, face à la crainte d'une nouvelle tempête d'envergure, un typhon approche des côtes de ce petit archipel et a obligé des milliers de personnes à quitter aujourd'hui leur maison. Steve Jourdain.
Dernier préparatif avant l'arrivée de ce qui pourrait être la plus puissante tempête de l'année. Avec des vents soufflant à plus de 220 km/h, les autorités craignent le pire. Nous conseillons aux habitants qui vivent dans les provinces du nord du pays de rester en état d'alerte. Des vents très puissants et de fortes pluies sont à prévoir, des glissements de terrain et des crues soudaines également. Le typhon Noul devrait toucher terre en fin de journée. Et les évacuations des régions côtières se font à vitesse grand V. Selon les météorologistes, des vagues de 2 mètres de haut pourraient frapper les côtes de l'archipel. Nous attendons le typhon pour cet après-midi ou ce soir au plus tard. Il touchera vraisemblablement la province de Cagayan. Les dernières informations ne sont pas rassurantes. Le cyclone se trouve dans une zone remplie d'énergie, ce qui alimente la puissance du typhon. Les autorités craignent par ailleurs que les pluies ne se mêlent aux cendres accumulées sur les flancs du volcan Bulusan, situé dans le sud de Luzon. L'archipel se fiche peu à peu. Les liaisons maritimes ont été suspendues dans les zones à risque, tout comme les vols intérieurs. On va marquer une pause et se retrouver dans un instant pour évoquer la disparition d'un peintre particulièrement célèbre en Israël dont les obsèques ont eu lieu aujourd'hui en présence de nombreuses personnalités. Il s'agit de Kadishman. Et puis la menace terroriste et l'Australie. Il y a de plus en plus de djihadistes qui envisagent de commettre des attentats sur le sol australien. Pourquoi justement dans ce pays précisément et comment les autorités tentent-elles d'y faire face? On va s'y arrêter après l'arrestation de cet adolescent de 17 ans au cours du week-end qui s'apprêtait à commettre des attentats. Tout de suite après une pause. Un mémorial en hommage aux victimes de l'esclavage et de la traite des Noirs. Il a été inauguré ce soir à la Guadeloupe par François Hollande, pour qui cette sombre période trouve encore des prolongements aujourd'hui. Netanyahou veut pouvoir nommer plus de ministres dans son nouveau gouvernement. Il fera voter une première loi en ce sens demain par sa nouvelle coalition. Affrontement violent en Macédoine entre groupes albanais et la police. Bilan 22 morts, dont 8 policiers. La petite République est de nouveau confrontée aux conflits ethniques. En Australie, l'arrestation d'un adolescent de 17 ans sur le point de commettre des attentats à la bombe suscite beaucoup d'interrogations. D'abord pour ce pays confronté de plus en plus à la menace djihadiste, mais aussi sur la manière dont ce jeune adolescent a pu se radicaliser. Joseph Emmanuel. Un nouvel attentat à la bombe déjoué en Australie, c'est ce qu'affirme la police australienne après avoir arrêté un garçon de 17 ans. Le jeune homme est inculpé pour infraction liée au terrorisme et a été placé en détention provisoire. L'unité de déminage a trouvé 3 engins explosifs improvisés dans un parc près de Melbourne et plusieurs coups de filet de la police ont eu lieu à Sydney ces dernières 24 heures. Ce sont des infractions très graves qui impliquent l'utilisation d'engins explosifs. Il est profondément troublant pour la police de constater que des jeunes gens de notre communauté soient hostiles au point d'envisager de mettre en danger la vie de nombreux Australiens. La famille du garçon se dit désemparée par son arrestation. La police n'a pas encore communiqué sur les liens possibles de l'adolescent avec les milieux islamistes, mais exclut tout rapport avec l'arrestation en avril dernier de 5 adolescents. Eux prévoyaient d'attaquer des agents de police, une attaque clairement inspirée par l'État islamique. Après avoir indiqué que le pays faisait face à une très sérieuse menace terroriste, le Premier ministre australien exhorte ses citoyens à vivre normalement. Il est important de ne pas sous-estimer la menace terrorisme, mais il est également important de tout mettre en perspective. Et la meilleure chose à faire dès maintenant est de vivre une vie normale, parce que le premier objectif du terrorisme est de faire peur. Depuis plusieurs mois, la ministre australienne des Affaires étrangères exprime son inquiétude au sujet de la montée en puissance du groupe État islamique. Ici au Pakistan ou jusqu'à Téhéran, elle insiste sur la nécessité de combattre le terrorisme. Un accord a été signé entre son pays et la République islamique pour partager des renseignements dans la lutte contre l'État islamique. L'Australie se retrouve une nouvelle fois en première ligne dans une lutte mondiale contre le terrorisme. En décembre dernier, elle se réveillait sous le choc quand un homme d'origine iranienne et se revendiquant de Daesh prenait en otage le café Lindt dans le centre de Sydney.
Dès septembre dernier, l'Australie relevait le niveau d'alerte contre le terrorisme à la suite, entre autres, du départ de plus d'une centaine de ses ressortissants vers l'Irak et la Syrie. Alors pourquoi l'Australie est donc confrontée d'aussi près à ce risque d'attentat djihadiste dont on a vu qu'il y avait des précédents? Bonsoir Elie Carmon. Bonsoir. Vous êtes expert en contre-terrorisme ici en Israël au centre interdisciplinaire d'Herzliya et vous vous êtes rendu justement à plusieurs reprises en Australie sur ce sujet-là. Est-ce qu'il y a une explication d'ailleurs au fait que l'Australie soit confrontée autant à ce phénomène? Oui, d'ailleurs, des groupes djihadistes très proches de Al-Qaïda et du groupe qui s'appelait Jama'a Islami à l'époque étaient très actifs à partir de 1992-93 en Australie. Donc ça remonte, ça fait très longtemps. Oui, oui. Moi, j'ai lu des premiers textes djihadistes sur une revue sur l'Internet en Australie, ça s'appelait Nidal ou l'Islam, où Bin Laden a donné des interviews. Et donc, on peut expliquer cela parce que l'Australie, c'est un grand continent très proche de pays très importants musulmans. C'est d'abord l'Indonésie, le pays musulman le plus important, le plus grand, et très proche aussi de l'Asie, l'Afghanistan, Pakistan, et aussi impliqué dans la lutte contre les forces islamistes, surtout dans la guerre, la deuxième guerre de l'Afghanistan, à côté des États-Unis. Donc pour tous ces motifs, elle était très tôt une cible des djihadistes. Et il y a eu des tentatives, même avant, pendant les Olympiades de 2000 à Sydney, par exemple, de s'attaquer au seul réacteur scientifique qui existe atomique près de Sydney. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 2005, il y a eu une deuxième tentative de chercher des informations pour faire un attentat contre ce réacteur. Mais toutes ces tentatives ont été déjouées par les services d'information et la police australienne. Je crois que ce qu'on voit dernièrement, c'est que d'un côté, il y a vraiment un grand nombre d'Australiens d'origine généralement qui sont d'origine musulmane, mais aussi quelques convertis qui sont allés d'abord lutter avec le Jabhat al-Nusra en Syrie, et de là ils sont passés au Daesh en Syrie et en Irak. Et 2 ou 3 d'entre eux sont devenus des membres assez importants de Daesh. Et donc, ils ont tenté d'influencer ceux qui sont restés en Australie. Il y a eu même des familles qui sont parties avec leurs enfants. Et il y a un cas fameux de parents qui ont amené un enfant de 6 ans. Et cet enfant a été photographié en Irak avec la tête d'un des prisonniers décapités. Et ça veut dire que les autorités australiennes sont donc prévenues de ces risques, puisque ça dure depuis des années. Ça veut dire que ce sont des services très organisés. Il y a une lutte très efficace contre les djihadistes en Australie? Oui, je crois que les gouvernements, les divers gouvernements australiens étaient très efficaces, mais il y a un problème parce que justement, pendant ces dernières années, 2-3 années, il y a des cellules beaucoup plus petites. Il y a des gens qui se sont radicalisés, auto-radicalisés à travers l'Internet, comme on voit dans ces derniers cas. Par exemple, une cellule qui a été arrêtée à mi-avril, 17-18 avril, c'était des Australiens d'origine bosniaque. Et on sait qu'en Bosnie même, il y a beaucoup de djihadistes qui sont partis en Syrie. Donc il y a une relation entre ceux qui sont en Bosnie, radicalisés, en Syrie, Irak et en Australie. Et c'était assez difficile quand même d'arrêter ces gens. Il y a eu le fameux cas de la prise d'otage par un Iranien qui était chiite, qui converti au sunnisme. Et lui a été une surprise parce que personne n'avait pensé que lui deviendra, disons, un héros de Daesh, parce qu'il a été pris au sérieux seulement après sa mort dans l'opération de sauvetage. Et donc, Daesh l'a considéré comme un martyr de l'organisation. Merci beaucoup, Elie Carmon, pour cet éclairage donc, sur l'Australie confrontée eh bien, depuis longtemps, vous nous l'avez dit, donc, au risque djihadiste, même si cela prend de nouvelles proportions. Aujourd'hui, je rappelle que vous êtes expert en contre-terrorisme. En Grande-Bretagne, après la victoire très large des conservateurs et de David Cameron lors des élections de jeudi dernier, eh bien, des incidents ont eu lieu aujourd'hui, vous allez le voir sur ces images, entre des manifestants de gauche et la police britannique. Cela se passait aux abords du 10 Downing Street, la résidence du Premier ministre. Ces manifestants qui voulaient exprimer leur déception après la défaite des travaillistes, car aucun institut de sondage ne l'avait prévu, en tout cas pas avec une telle ampleur. Explication sur ce fiasco des sondeurs outre-Manche, Johan Giametta. Sa réélection était la grande surprise du scrutin.
En remportant les législatives de 6 mai, le Premier ministre David Cameron a défié tous les sondages qui ne donnaient aucun vainqueur aux élections britanniques. Un coup de théâtre dont s'est immédiatement félicité le chef des conservateurs. J'ai toujours dit que la seule enquête d'opinion qui compte est celle du jour de l'élection. Et je dirais que cela n'aura jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. Avec 77 sièges d'avance au Parlement, les conservateurs obtiennent confortablement la majorité absolue et pourront former seuls un gouvernement sans coalition. Une véritable claque pour les partis adversaires, car depuis plusieurs mois, les instituts de sondage sont unanimes, travaillistes et conservateurs seront au coude à coude. Mais à l'annonce des résultats, c'est une véritable hécatombe pour les autres partis qui essuient un échec sans précédent. Nick Clegg, candidat des libéraux-démocrates, Nigel Farage, leader des eurosceptiques, et Ed Miliband, le chef des travaillistes, tous annoncent leur démission. La Grande-Bretagne a besoin d'un parti travailliste qui peut se reconstruire après cette défaite, pour que nous puissions avoir de nouveau un gouvernement qui se batte pour les travailleurs. Désormais, le temps est venu pour moi de laisser un autre prendre la direction de ce parti. À cause de ces résultats erronés, les instituts spécialisés vont être amenés à revoir leur méthode d'analyse. Le Conseil britannique des sondages a annoncé l'ouverture d'une enquête pour comprendre comment un tel fiasco a bien pu se produire. Hommage aujourd'hui en Israël au peintre sculpteur Menaché Kadishman, décédé vendredi dernier à l'âge de 82 ans. Ses obsèques ont eu lieu tout à l'heure devant de nombreuses personnalités, car il s'agit d'un des peintres israéliens les plus connus dans le monde, notamment pour ses peintures de moutons. Léa Volbert. Sculpteur, peintre, plasticien, Menaché Kadishman était un artiste accompli. Vendredi soir, il est décédé à l'âge de 82 ans à Tel Aviv. Cette ville dans laquelle il est né en 1932, cette ville qui l'a tant inspiré, qui l'a consacré. Après l'armée, c'est ici qu'il étudie l'art aux côtés de prestigieux artistes, Moshe Sternschus, Rudi Lehmann. Il vit ensuite quelques années à Jérusalem, se retire dans un kibboutz où il travaille comme berger, puis quitte Israël pour Londres, accompagné de son acolyte artistique Bucky Schwartz. Marié, père de 2 enfants, il rebrousse chemin après 12 années londoniennes pour s'établir définitivement à Tel Aviv en 1972. Sa notoriété mondiale, il la doit en partie à sa série culte de têtes de moutons colorées, déclinées également en sculpture, un élément central de l'ensemble de son œuvre. Il le répétait souvent, « Les moutons sont une partie de moi ». En 1978, il transforme le stand israélien de la Biennale de Venise en véritable bergerie, en exposant un troupeau de moutons vivants enduits de couleurs. Lauréat du prestigieux prix Israël, il remporte également le premier prix de la 5e Biennale à Paris en 1967. La disparition donc de Menaché Kadishman. On va en parler avec vous, Shalom Marciano, bonsoir. Vous êtes marchand d'art ici en Israël, vous connaissez bien donc l'œuvre de ce peintre. C'est vrai qu'on pense évidemment aux moutons quand on pense à Kadishman. Pourquoi est-ce que les moutons ont une telle place dans son œuvre? C'est-à-dire qu'en fait, ces dernières années, il a commencé à travailler avec les moutons pour la première fois en 1978. En 1978, il a exposé à la Biennale de Venise. Et quand il a exposé à la Biennale de Venise, il a pris avec lui un troupeau de moutons. Il a peint le troupeau de moutons et il a présenté son troupeau de moutons. Mais en fait, son troupeau de moutons, c'est qu'il était berger au kibboutz dans les années 50. Il a été à l'armée, au Nahal. Et quand il était au Nahal, il a donc aussi été berger. D'abord au kibboutz Mayan Baour, tout à fait au nord, sur la frontière libanaise, et par la suite au kibboutz Israël, qui est un kibboutz formé d'anglo-saxons originaires d'Angleterre et d'Afrique du Sud. Et donc, c'est ceci qui a fait qu'il est retourné aux moutons. Il a commencé à peindre les moutons parce que son œuvre la plus connue, et le commun des mortels en Israël, tout le monde connaît Kadishman, tout le monde connaît les moutons. Et il est connu dans le monde entier, il est aussi connu grâce à ça. Il est connu dans le monde entier, pas à cause des moutons. Il est connu en Israël à cause des moutons. Donc il a commencé à peindre les moutons en 95-96. En 2 ans, il a peint 1000 moutons. Il a fait des expositions, par exemple, il a fait une exposition en Chine il y a quelques années, où il y avait 1000 moutons, têtes de moutons dans l'exposition. Donc c'est vraiment identifié à son œuvre. À son œuvre. Mais en fait, c'est pas ça Kadishman. Parce que Kadishman, c'est beaucoup au-delà de ça. D'abord, c'est un très grand sculpteur. Il est en fait sculpteur. Et quand on parle de Kadishman, on parle de ses œuvres des années 60, quand il a commencé, quand il a exposé pour la première fois, en 65 à
à la galerie Grosvenor à Londres, ou quand sa première œuvre a été achetée par le musée d'Israël en 1966, ou comme en 1968, sa première œuvre a été achetée par le MoMA de New York. Donc, c'est la sculpture dans l'antigravitation minimaliste des années 60 qui a fait sa grande renommée au début. Il est parti à Londres pendant très longtemps. Ça lui a donné... Il a étudié à Londres et puis il a vécu 12 ans à Londres. Mais il voulait retourner en Israël, il est revenu en Israël, il a toujours habité au même endroit. Il est né à Tel Aviv. Ses parents avaient fui les pogroms de la fin du 19e siècle pour venir s'installer à Tel Aviv. Il est né à la rue Bar Korba et il est mort à la rue Bar Korba. Il n'a pas pu bouger. Pendant longtemps, j'ai discuté avec lui pour lui trouver un studio ou un parc pour exposer ses sculptures, parce que c'est des quantités énormes de sculptures et de travaux. Mais lui ne voulait que Tel Aviv. Et son rêve, c'était un musée à Tel Aviv. Et puis comme personnalité, une personnalité d'une sensibilité extraordinaire, d'une simplicité extraordinaire, toujours habillé avec la même chemise blanche, mais à l'envers. Oui, c'est ce qu'on voit sur les photos de lui. La chemise blanche à l'envers, c'est aussi un symbole. Quand il y a eu les accords de paix d'Oslo, il a préparé un cadeau pour Clinton, pour Rabin et pour Arafat. Et c'était en fait un de ces symboles extraordinaires, c'est les colombes qui s'embrassent. Et en fait, il a dit, je ne mettrai ma chemise à l'endroit que le jour où il y aura la paix. Et aussi, une de ses créations extraordinaires, parce qu'en fait, chez lui, il y a la question du sacrifice, il y a la question aussi de la vie en Israël. C'est quelqu'un qui est né en 1932 en Israël et qui, en fait, a suivi Israël depuis ses débuts. Et c'est quelqu'un, en fait, qui a décrit dans son œuvre ce qui s'est passé en Israël et dans le monde juif. On retrouve dans son œuvre la Shoah. Mais il a aussi le côté universel. Des moutons encore. Et ça c'est-à-dire qu'il a fait une œuvre extraordinaire qui se trouve au musée juif de Berlin, qui s'appelle Chaleret en hébreu, les feuilles mortes. Et dans... On va s'arrêter là, malheureusement on n'a pas le temps. Merci beaucoup en tout cas, Shalom Marciano, merci d'être venu nous parler donc, de ce peintre mondialement connu, Menaché Kalishman, qui a été inhumé donc aujourd'hui, qui est décédé à l'âge de 82 ans. Merci à vous d'être venu, juste un petit instant, merci beaucoup.